Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir le langage Lua, vidéo de l'ignorant, hein. Et bien sûr, je vais aussi regarder un autre truc qui s'appelle Till, qui m'intéresse parce que voilà, hein, Lua, je connaissais en partie déjà parce que j'avais déjà fait un peu de Lua avec du Roblox. Mais là maintenant, on va plutôt regarder du Lua pur, classique et efficace. Car il faut savoir que Lua est un langage dans le même style que C et peut même être, je crois, utilisé avec du code C. Ou donc il y a une interportabilité avec ça, je crois. Non, interopérabilité. Ouais, il y a toujours des termes complexes dans l'IT, c'est un peu bizarre ça. Donc oui, voilà, interopérabilité donc avec C. En plus, donc voilà, il est ultra rapide et ultra simple, ultra performant. On va voir donc ce qu'il est capable de faire. Je vais essayer de commencer depuis zéro et me lancer là-dedans parce que je sais qu'il y a aussi NeoVim qui utilise Lua comme langage de scripting. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec. J'en profite aussi pour faire une publicité. Donc c'était une vidéo que j'ai sortie il y a quelques semaines qui parle de TypeR, donc aussi un langage qui est un superset de R classique justement. Et aujourd'hui, bon, j'ai quand même fait plus d'améliorations, ajouté plus d'éléments dedans, ce qui fait que maintenant il est beaucoup plus puissant. Mais bien sûr, je dois encore finir un peu le tout pour être assez exhaustif et avoir en fait une première version que je pourrais déployer dans un playground. Parce qu'actuellement, j'ai juste fait un parseur, un type checker, et après, oui, on pourrait aussi transformer l'arbre syntaxique donc, en du code R classique et commencer vraiment à créer une sorte d'interopérabilité, maintenant que je comprends le mot, avec du R classique. Donc voilà, c'est pour l'instant, dans la vidéo que vous avez regardée, donc va en tout cas avoir des éléments de base, en plus les idées que j'ai pensées. Et franchement, je pense que pour les utilisateurs de R qui veulent développer des packages et tout, ben, ça peut vous intéresser. Donc si vous êtes aussi intéressé là-dedans, ben, il faut savoir que dans notre Discord, on en parle. Donc voilà, dans ce Discord-là, hein, c'est vraiment un Discord ouvert à tout le monde. C'est là où on peut en fait faire des diffusions sur quelques nouveautés. Donc vous avez des zones là où vous pouvez en fait discuter de certaines choses. Donc moi c'est là où je publie mes trucs là-dedans. Là vous voyez aussi l'un des thumbnails que j'ai fait pour la prochaine vidéo que je vais sortir parce que parfois on parle aussi de nos projets là-dedans. Nous avons aussi des discussions qui peuvent être faites en anglais si vous êtes anglophone. Des nouveautés aussi par rapport à des produits ou des outils qui sortent, etc. Donc ici, vous avez vraiment de tout. Vous avez aussi l'aspect général pour des infos générales, etc. Donc, si vous voulez, on peut aussi créer d'autres chambres, d'autres pièces pour faire ça. Peut-être même prévoir des temps pour des lieux de discussion. Donc, c'est vraiment le but est de pouvoir vous laisser aussi une place où vous pouvez vous exprimer et où vous pouvez aussi parler. Donc, voilà. J'espère que ça vous plaira de nous rejoindre. Je mettrai le lien dans la description. Et oui, on continue dans la vidéo. Et voilà, je suis dans le site officiel de l'UA, donc je vois qu'il y a pas mal de choses en About, News, Get Started, Download, etc. Ah, il y a même un truc en portugais. Bon, je pense que je vais commencer avec un Get Started. Donc il y a une page d'accueil, nanana, puissant et rapide. Donc là, nous avons un truc pour pouvoir apprendre. Là, on peut trouver de l'aide aussi. Et là, on peut l'installer, d'accord. Donc soit on a la démo live, ou soit en fait, on peut l'installer quelque part, d'accord. Je vais regarder le live démo pour voir. Euh, One Compiler. Oh, j'ai un Lua Online Compiler. Bon, on va commencer avec ça. Let's go. Donc, il propose de l'apprendre en utilisant un livre, le livre de Lua, justement, Programming Lua, et c'est l'édition numéro 4. Je sais pas s'il faut acheter quoi que ce soit à ce niveau. Ouais, il faut acheter quelque chose là-dessus. Dommage. Peut-être que je peux regarder s'il n'y a pas un moyen de l'apprendre sans l'acheter, mais je pense qu'après, ça pourrait être intéressant dans l'avenir si j'en fais un langage par défaut. Comment acheter le truc. D'accord, donc là je suis dans les courses notes, hein, donc il y a quelques infos que je n'arrive pas vraiment à lire avec cette taille-là. Review large application of an embedded script. Ouais, je pense que c'est un peu ça, donc l'UA peut être MBD en tant que tel. Oh, donc c'est bel et bien en cours. Ben, on va relire les slides, hein. Let's go, hein. Donc, il est à noter que c'est un scripting language. Très intéressant parce qu'on parle d'un scripting language mais qui est performant. Non, c'est bien sympa tout ça, mais j'aimerais justement voir comment on peut développer avec l'UA. D'accord, donc nous avons des statements et des chunks. Ok. Ah, c'est sympa ça. Donc, ça veut dire que l'UA sait quand est-ce que ça commence ou quand est-ce que ça finit. Donc, pas besoin de séparateur. Ok, ça a l'air de marcher. Du coup, si je fais AB, ok, ouais, ça fonctionne bien.
Ok, même pas besoin de faire ce type de séparation. Donc ouais, je comprends. Donc je dois vous dire, lorsqu'un langage est extrêmement simple, donc ouais, le parseur peut faire des trucs comme ça assez facilement. Ça c'est très intéressant. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément énormément à retenir, mais je pense qu'on a déjà quelque chose de bien, hein. Ok, et donc on peut définir des factoriels de cette façon-là. Ok, très intéressant. Ok, ouais, je vois, donc j'aime bien la simplicité de ce langage. Bon, j'aime pas trop les end avec les if et les trucs, mais bon, c'est pas grave. Je pense que c'est aussi un moyen de faire des bons séparateurs. Ok, donc toutes les variables sont globales, sauf si elles sont prises par une variable locale. Ok, ça, c'est assez marrant, justement. Il n'y a donc pas de notion de closure au niveau des fonctions. Bon, après, ça facilite beaucoup des choses, justement, parce qu'on peut définir des variables globales et ensuite les manipuler de loin. Donc, ça, c'est pas mal un avantage selon le type de programme qu'on veut faire. Alors là, on tombe sur une bizarrerie. Donc, on a tiret-tiret qui va servir de commentaire. On a aussi tiret-tiret avec l'ouverture puis fermeture. Mais je pense que c'est aussi tiret-tiret fermeture qui va faire ça. Ok, c'est marrant. Je sais pas pourquoi ils ont choisi ça, hein, mais bon, chacun sa façon de faire les choses. Donc comme je vois ici, le commentaire fonctionne bien. Là, on va passer dans la partie favorite, ça va être les types. On va voir comment ça fonctionne. Donc là, nous avons les types nil, boolean, ok, number, chaîne de caractères, table. Ouais, il faut savoir que les tables, c'est l'un des trucs les plus puissants dans l'UA, en tout cas. Nous avons les fonctions aussi. Ah, c'est sympa. Donc on peut créer des fonctions anonymes. Des données utilisateurs. Je me demande ce que c'est. Opaque blob handled by external library. Ok. Et des threads. Donc ce sont aussi des coroutines. Ça c'est sympa ça. Donc ça peut aussi aider pour la programmation concurrente. Ça c'est sympa. Ah ouais, non, je me souviens de ce type de règle qui est un peu bizarre justement. C'est que en fait n'importe quelle valeur est vraie, sauf après tout le reste, hein, donc false et nil, qui est aussi faux justement. Et j'aime pas du tout utiliser ce type de choses lorsqu'on fait des tests logiques, mais bon, c'est pas grave. Chacun sa façon de faire. Parce qu'il y a un avantage en tout cas, c'est parce que, notamment si on sait que la valeur est définie, alors donc là on peut se lancer dedans, donc ça peut être en raccourci, mais en termes de beauté, pas beauté, je dirais plutôt en termes de sécurité et tout, c'est pas une bonne pratique. Mais voilà, chacun sa façon de faire, hein. Ok, donc vu que maintenant on peut travailler avec n'importe quel type, donc en termes de booléen, donc je vois qu'on peut faire une sorte de ternary operator. Donc avec le OR, ça veut dire on prend S, mais si S n'est pas défini, c'est-à-dire ça va retourner nil, alors on va avoir hello à la place. Donc, ça c'est marrant, je me rends compte qu'ils peuvent utiliser certaines bizarreries pour utiliser ça. Donc franchement je trouve que c'est bien fait, donc très bien fait. Euh, Étant donné que ça ne suit pas vraiment les règles de typage, je ne suis pas vraiment à fond pour ça. Mais ouais, c'est quand même pas mal bien fait. Comme vous le voyez, ici, on peut travailler avec ça, hein. Donc ça veut dire que là, nous pouvons faire un print S. Et je pense que les deux points, c'est pour coller avec le reste du truc. Donc je pense que j'ai découvert un autre opérateur. Et ouais, c'est-à-dire que là, je peux très bien décider de mettre quelque chose. Et donc là, ça va faire A word. Mais si je ne mets rien, donc là, il va pouvoir mettre hello world. Donc on voit qu'aussi, il ne check pas ou ne vérifie pas les paramètres qu'on met dedans. Donc voilà. Bon, après, franchement, ça, c'est le truc qui me fait rire parce que à la fois, c'est des trucs super bien pensés et à la fois, ça va à l'encontre de tout ce qui concerne un système de type bien typé. Donc, c'est vrai que on pourrait voir quelques problèmes arriver lorsqu'on essaie de faire un énorme projet. Mais c'est un langage de scripting. Il faut savoir, c'est un langage de scripting. Mais je commence à comprendre pourquoi est-ce que certains langages ne veulent pas forcément prendre l'UA. En effet, actuellement, il y a NeoVim qui utilise du Lua, hein, donc pour le langage de scripting, parce que ils disent que c'est mieux que du Vim script. Et pour l'instant, à regarder ça, je trouve que ouais, il y a pas mal de choses intéressantes, vraiment, parce que le Vim script, même s'ils ont essayé de faire leur propre truc, c'était mal fait. Je pense que, comme par exemple des langages comme NuShell, des programmes de shell comme NuShell, oui, ou bien même des programmes comme Typest, utilisent en fait leur propre langage. Ils ont créé et défini leur propre langage. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas l'UA? Et là, je commence à comprendre pourquoi. Et pour les personnes qui ne connaîtraient pas NuShell et Typest, ce sont
deux outils extrêmement incroyables, hein, donc, qui vont vous permettre d'avoir un shell, mais aussi un outil de rédaction qui sont améliorés. Donc si vous connaissez peut-être Bash, Z-Shell, Fish, NuShell fait encore mieux. Et donc c'est parce que c'est un peu, il a vu un peu de partout, hein, donc autant dans Z-Shell, qu'autant dans Fish, autant dans PowerShell, et a créé en fait un système qui est incroyable. Donc il y a tellement de fonctionnalités qui sont cool dedans. Je pense que je pourrais vous laisser découvrir, mais si vous voulez, j'ai fait une série de vidéos sur NuShell, et bien évidemment j'en sortirai encore d'autres parce que vraiment c'est un shell qui mérite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'approbation. J'ai aussi fait une vidéo sur Typist, non pas une vidéo. J'ai, je pense, déjà sorti 2 vidéos sur Typist, je veux dire. Et ouais, franchement, c'est aussi un outil de rédaction incroyable. Comme vous voyez ici, je l'ai posé au-dessus de LaTeX et de Word parce que vraiment, il propose des trucs extrêmement cool. Donc, si vous voulez regarder aussi Typist, jeter un coup d'œil, je vous recommande de le faire parce que franchement, il y a des trucs vraiment bien dedans. Donc voilà, on continue la vidéo. Et là, on a un ternary opérateur un peu spécifique cette fois-ci. Donc là, nous avons vraiment un truc qui va retourner un booléen et un end. Donc ça veut dire que là, nous allons avoir A ici. Donc si ça c'est un false, donc ça retourne false, donc on va ça retourner B. Si c'est vrai, ça va retourner A. C'est c'est vraiment incroyable. Ça m'a l'air tellement cassé, mais c'est tellement bien pensé, c'est incroyable. C'est incroyable, franchement. Bon, encore une bizarrerie, donc là il y a les chaînes de caractères longs. Donc on était tombé sur des valeurs classiques dans les nombres, dans les booléens. Bon, les booléens, il y avait déjà des trucs horribles, bizarres. Bon, je dis horrible, mais quand même bien trouvé. Mais encore une fois, dans le point de vue d'un système de type, c'est horrible. Donc j'ai hâte de voir ce que propose-t-il. Mais après ici, nous avons en fait ça qui permet de pouvoir écrire des longues chaînes de caractères divisées sur plusieurs lignes. Mais voilà, je veux dire, c'est ce qui m'interroge le plus. Parce que lorsque on crée, on design un langage, justement, ce que je suis en train de faire, on essaie justement de trouver des trucs, on va dire, cool, qui peuvent simplifier la vie du développeur ou ajouter des choses peut-être qui ne sont pas. Donc lorsqu'on sort un peu de la marge, c'est pour créer quelque chose de particulier. Mais ici, on ne sait pas ce que ça rajoute. Donc on avait déjà, comme par exemple, les triples guillemets dans Python. Et je crois qu'il y avait plein mal d'autres choses dans d'autres langages, mais voilà, donc ça, ouais, je ne sais pas d'où ça vient, je comprends pas, ça me fait un peu mal, mais bon, on va voir. On passe enfin aux tables dans l'UA, qui est le truc le plus puissant qu'on a dans ce langage. Donc en fait, les tables, ce sont des tableaux associatifs, ou donc des tableaux qui ont une paire de clés-valeurs. Donc c'est comme dans Python, ça fait comme une sorte de dictionnaire et de liste dictionnaire, donc les deux ensemble, ou bien même si on regarde dans le cas de R, comme par exemple, ben, ce serait donc vecteur liste, donc ce serait tableau et objet. Donc ça permet de faire beaucoup de choses à la fois. C'est pour ça que vous n'avez juste qu'à retenir comment faire des tables et ensuite vous pouvez faire beaucoup de trucs avec ça. C'est pour ça que le terme table, je sais pas. Parce que moi quand je vois table, je vois plutôt une sorte de data frame, vous voyez. Donc un peu bizarre quand même comme notation. Donc moi j'aime beaucoup la notion de fonction anonyme, bien que les fonctions que j'ai vues jusque-là m'ont fait un peu peur, mais ouais, j'apprécie quand même l'idée de mettre des fonctions anonymes. Et comme je vous l'avais dit, pour faire toutes les data structures, le chapitre dessus ne parle que de table. Donc table pour tout, et je dis bien tout. Donc il y a vraiment pour représenter les tableaux, donc les tableaux avec une longueur, gérer et traiter avec les tableaux bien évidemment, donc il y a tout ça qui existe, ce qui est assez marrant. Et après, vous avez aussi la concaténation aussi qui peut être utilisée là-dedans. Et vous avez aussi l'itération. Donc, c'est assez marrant parce qu'il y a le hyper, ce que je comprends pas parce que habituellement on a enum pour représenter quelque chose, mais là, il préfère plutôt faire un hyper. Donc, je sais pas. Comme j'ai dit, une syntaxe différente pour le même résultat. Donc, ça peut amener un peu à confusion. Donc, chacun a sa façon de faire. Bien évidemment, heureusement, il reste assez cohérent. Donc, lorsque je vois la boucle for, je vois quand même que nous avons un end ici. Bien sûr, donc les tableaux peuvent être des tableaux de tableaux, donc on peut créer des matrices dedans. Ce qui me fait penser aussi à mon langage, parce que le langage que j'ai permet aussi d'avoir du typage au niveau des index de matrices, et donc nous permet en fait de pouvoir faire des choses assez, assez puissantes et assez bien contrôlées au niveau du type. Donc c'est un peu ma fierté au niveau de type R.
Et donc nous avons aussi les records, hein, qui sont encore des tables. Cette fois-ci, c'est avec des clés valeurs. On pouvait définir les tables sans clés. Là maintenant, on peut les définir avec des clés. Donc ça aussi, ça marche tout autant. Mais ce que j'apprécie beaucoup dans les records, c'est que ce ne sont pas des classes. Donc ça n'a pas autant de rigidité que ça. Donc c'est très malléable, très manipulable. C'est pour ça que dans TypeR, j'ai choisi aussi de pouvoir utiliser ça. Maintenant que j'y pense, depuis que je développe TypeR, je commence à comparer tous les langages avec ça. Donc c'est assez marrant. Je sais pas si les parents sont comme ça aussi quand ils comparent leurs enfants. On peut aussi faire des dingueries aussi. Donc les clés ne sont pas seulement que du texte, ça peut aussi être des valeurs en fait. Donc on peut représenter des sets ou des ensembles à l'aide de tout ça. Donc c'est assez marrant. Donc je vois qu'on peut définir une variable locale comme ça. Bien sûr, on peut itérer dans un objet en utilisant pairs. Donc c'est pas le hyper là, je crois, mais c'est pairs comme ça. Ces PDF mettent perpète à se lancer. D'accord, donc il y a encore pas mal d'autres choses qui peuvent exister, comme par exemple la gestion d'erreurs, l'itérateur, les function more, les métatables. Là, je vais regarder aussi dans la gestion d'erreurs parce que je l'avais un peu sauté ici, mais on va voir un peu ce qu'on a là. Ok, et donc nous avons en fait deux façons de pouvoir retourner des erreurs. Donc en fait, soit une fonction va retourner nul, mais va envoyer un message d'erreur, ou soit il va raise une erreur. C'est-à-dire là, je pense pour le deuxième cas, ça va vraiment stopper le programme. Bon, après moi, comme je vous ai dit, je suis plutôt un amateur de l'erreur en tant que type, en tant que valeur, je veux dire, mais après, chacun a sa façon de faire. Donc je me demande comment on peut handle the error. Ok. Donc nous avons la première façon de faire, hein, donc ça ressemble beaucoup à ce que fait Go, d'ailleurs, dans l'actualité. Et nous avons aussi plutôt l'erreur, donc là c'est raise an error. Ok. Donc nous avons TIL, le langage de programmation. Donc j'essaie de chercher, mais je n'ai pas trouvé site officiel peut-être. Donc je vais peut-être me renseigner pour voir d'où est-ce que ça vient. Donc on dirait qu'il faudrait aussi pouvoir en fait prendre une extension, je crois. On dirait. Ça c'est l'extension TL pour faire ça. Okidoki, donc ce sont des vidéos sur TIL, donc en tant que vidéoconférence. Donc c'est pas vraiment quelque chose qui nous aidera directement à comprendre la syntaxe du langage. C'est pour ça qu'en fait, j'ai regardé un peu plus bas, j'ai vu qu'il y avait un tutoriel. Et il est présenté ici. Donc on va voir comment ça fonctionne. Ok, donc maintenant on peut avoir des types et... Hey! La syntaxe de typage ressemble beaucoup justement à la type de fonction qu'on fait avec TypeR justement. Donc c'est pas une flèche mais c'est un double point. Pas mal, ok. Pas mal, pas mal. Donc on peut checker, convertir, lancer aussi. C'est pas mal ça. Ok, on crée un module. Ok. Et donc ça peut être directement utilisé. C'est pas mal. Non, parce que c'est vrai, les types peuvent nous aider vraiment à trouver et à faire, comment on pourrait dire, créer vraiment des packages ou des modules vraiment robustes et donc vraiment à l'épreuve du temps. Donc ça c'est cool. Donc nous avons les types primitifs, any, il y a toujours des any, hein. Nil, boolean, integer, number, string et thread. Ok, donc ouais, ça représente bien les types qu'il y a dans l'UA, donc ça c'est pas mal. Donc les tableaux, c'est plutôt représenté comme ça. Ok, j'aime pas, parce que comme j'ai dit, ça ressemble pas vraiment à ça normalement la représentation des tableaux, mais c'est correct dans le sens où en fait, dans le cadre de l'UA, ben, c'est bel et bien ça, c'est littéralement des formes d'objets justement qui sont utilisées parce que ce sont des tables. Nous avons aussi des tuples comme ça, évidemment. Ouais, vraiment c'est ça, parce que tous sont des tables, en fait, ça c'est marrant. Dans les maps aussi, donc, et les fonctions aussi. Pas mal. Regardez-moi ça, ça c'est beau. Nous avons les enums, les records et les interfaces. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui rendent le langage plus puissant, justement. Bon, après ici, les enums, ce sont des enums un peu classiques. Hein, donc il n'y a pas vraiment de trucs extrêmement puissants comme dans Rust ou dans Haskell, mais c'est déjà bien. Franchement, ça fait déjà une grosse différence. Nous avons aussi les records. Donc les records, hein, pour ceux qui me connaissent, j'utilise aussi des records dans TypeR et franchement, pour moi, c'est le meilleur type de données existant en termes de product type. Donc j'aime bien. Ensuite, nous avons les interfaces aussi. Donc on peut définir les interfaces comme ça. D'accord. Je me demande en fait ce que font ces interfaces en fait. Sprite, image, position, d'accord. Je me demande quelle est la différence. Faudrait que je vois ce que ça fait. Mais ça m'intéresse. Par contre là, j'arrive pas à comprendre ce que fait en fait. C'est une forme d'héritage peut-être. C'est vrai que j'ai pas regardé tout ce qui concerne les user data, donc peut-être faudrait que je regarde un peu plus dedans, mais ça a l'air vraiment intéressant. Nous avons le variable local, nous avons les tableaux.
Ça c'est beau. Nous avons des boucles classiques, ok. D'accord, nous avons les tuples aussi. Les maps comme ça a été présenté avant. Ok, donc une interface est comme une forme d'interface classique. Donc il peut aussi définir des fonctions à l'intérieur bien sûr. Et aussi des valeurs en fait par défaut. Donc ouais, je vois à peu près ce qu'ils essayent de faire là-dedans. Bon, c'est pas le type d'interface que j'apprécie vraiment parce que c'est vrai que mon but à moi en fait c'est surtout de pouvoir définir des fonctions en dehors des types parce que en dehors des champs classiques parce que en tant que tel une fonction pour moi est un type par défaut et en fait devrait exister par elle-même. Donc c'est ce que j'ai fait dans TypeR mais j'ai ajouté des concepts et des phénomènes qui font que les fonctions lorsqu'on les utilise on a l'impression de faire de l'orienté objet. Donc c'est comme par exemple l'uniform function call. Mais voilà, je sais pas pourquoi j'arrête pas de parler de mon langage. C'est parce que là, je suis aussi dans la période où je suis en train de le développer, donc je pense que c'est surtout à cause de ça. Mais je trouve ça quand même très bien fait, franchement. Et franchement, je dois vous dire, un langage qui implémente des génériques, j'ai énormément de respect parce que, ouf, pour avoir implémenté des génériques, ça peut être assez complexe à mettre en place. Bon, en fait, une fois que c'est mis dedans, ben, on est heureux. Mais c'est vrai que, ouais, au tout début, ça peut nous faire gratter la tête en disant, ah, comment on va faire pour faire l'évaluation des génériques. Mais ouais, ok. Ah, on a des méthodes aussi. Donc, on va faire l'opérateur overloading, on dirait. Ok, ah, ça c'est cool ça. Des fonctions qui peuvent traiter aussi avec des génériques, c'est magnifique. Incroyable. Incroyable. Il propose même des variadic functions, ça c'est drôle. Oui, parce que bon, de base, c'était là dans l'UA, hein. Donc bon, pour moi, c'est vrai que dans TypeR, j'ai pas implémenté ça parce que en termes de typage, c'est très compliqué à faire, donc ça me poussera à utiliser des ennemis, donc c'est pour ça que j'utilise pas vraiment ça. Ou si je veux créer quelque chose dans le genre, j'utiliserai plutôt des arrays. Oh, incroyable. Il y a aussi des union type. Ça, c'est top. Ça, c'est top qualité, justement. Bon, après, bien évidemment, c'est le cas qu'il y a ici, c'est que les union type, bon, heureusement, ils n'ont pas mis la notion de pattern matching. Et pour moi, j'ai dû aussi modifier un petit peu mes type union dans type R pour avoir, en fait, du pattern matching et tout. Mais ouais, franchement, c'est cool aussi lorsqu'un langage a aussi des types union parce que ça me permet vraiment de faire des trucs sympas. Mais est-ce qu'il faut les déclarer avant pour pouvoir les utiliser ou est-ce qu'on peut directement les utiliser en tant que retour de fonction? À voir. Bien sûr, nous avons le type any. C'est vrai que dans TypeR, j'ai évité à tout prix d'avoir un type any, justement. Donc je pense qu'il y a seulement un seul cas de figure où any peut être utilisé et en plus, donc c'est pas l'utilisateur qui utilise any. Parce que, encore une fois, j'évite un maximum pour donc avoir la type safety d'avoir des any justement parce que les any c'est ceux qui risquent de poser le plus de problèmes lorsqu'on est en train de travailler avec les systèmes. Donc ouais, vu que je veux toujours faire du type safe, pas de any sur le coup. Donc voilà, je suis arrivé à peu près vers la fin et on va pas se mentir, dans les endroits où j'ai pas aimé l'UA, Thiel a littéralement rattrapé le coup et a proposé vraiment des constructions incroyables justement. Donc j'apprécie ça vraiment, c'est une façon assez bien faite et bien rodée de pouvoir en fait développer ça. Donc qui concerne, donc il y a les tables, mais il a réussi à catégoriser ça en records, en interface, en comment ça s'appelle des maps, je crois aussi, en des tableaux, ce qui fait qu'en fait on a quelque chose de beaucoup plus sûr en termes de typage. Les fonctions aussi donc sont assez bien faites justement. Donc ouais, franchement, il y a beaucoup de choses qui ont été vraiment réussies. En termes de base aussi, nous avons les variadic functions qui sont une option supplémentaire, donc qui ne sont pas justement mis par défaut. Donc nous avons toujours la possibilité de pouvoir faire un système extrêmement typé si on n'utilise pas certaines choses. De même, comme par exemple si on se libère du any, il y a aussi bon, les unions qui sont pas mal, et donc j'ai envie d'essayer. Donc moi j'essaierai de plutôt les limiter dans certaines choses. Mais ouais, franchement, incroyable. Je pense que oui, là où l'UA peut-être ne m'a pas plu, ben, je pense que je vais adopter TIL. Par défaut, tous mes programmes que je veux écrire en l'UA, je les écrirai en TIL. Donc c'est bon. Faut juste maintenant apprendre à l'implémenter et ça va être bon. Donc voilà, j'ai pu terminer avec cette vidéo, donc cette vidéo de découverte sur le langage Lua et sur le langage TIL. Donc ouais, franchement, au tout début, je me demandais si je devais apprendre Lua justement parce que, comme je vous ai dit, au tout début, j'avais entendu que c'était un langage simple.
pas forcément fonctionnel en tant que tel, bien qu'on puisse vraiment aller dans le paradigme orienté objet et fonctionnel dedans, mais c'est-à-dire que ce serait un peu moins bien implémenté, et bien évidemment parce qu'il n'y avait pas de type, hein, donc c'est vrai que je fuis un petit peu les langages, là où je ne peux pas définir mes types, mais Till a vraiment changé le jeu, que je pense que à partir de maintenant, si je dois apprendre quelque chose parmi ces langages de type Lua, ben ça va être Till. Donc Till, mon numéro 1. Donc si j'écris même, je pense, des plugins avec Lua, je vais utiliser Till. Ok, donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, bien sûr. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, nous rejoindre sur le Discord. Nous avons aussi un Insta et un site web. Ça s'appelle wedata.ch, donc n'hésitez pas aussi à aller regarder. Donc voilà, prenez soin de vous et d'ici là, que Dieu vous bénisse.